Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs de l'ordre de Lux. Vous vous en êtes rendu compte par vous-même, la technologie de ce monde est bien moins avancée que la nôtre. Le grand maître Castiel a donc ordonné l'ouverture de cette chaîne YouTube archaïque, afin de pouvoir archiver les informations récoltées par les observateurs de l'ordre. Différentes missions nous ont été confiées, mais toutes consistent à voyager dans le temps, dans le but d'analyser les multiples facettes des êtres humains. C'est donc ici que nous posterons chacun de nos rapports sur les lignes temporelles étudiées. Il va de soi que pour des raisons de sécurité, chaque personne consultant les vidéos de cette chaîne sans y être abonnée sera effacée par les éclipseurs sous 24 heures. Bien, fini de bavarder. Le grand maître m'a confié le projet d'étude nommé Psychopass. Il consiste à examiner les lignes temporelles d'êtres humains ayant commis l'irréparable. Et aujourd'hui, je reviens de mon premier voyage. Vous pouvez m'appeler le hibou, et voici le Psychopass numéro 1. Le sujet numéro 1 est un homme américain du nom de John Hinckley Jr. Sa ligne temporelle a été mise sous observation pour plusieurs raisons qui sont les suivantes. Dédoublement de la personnalité et dissociation de la réalité, l'ayant mené à tirer sur le président des États-Unis d'Amérique. Comme l'exige le protocole, sa vie sera retracée dans cette vidéo au travers de plusieurs timecodes ciblant les moments clés de son existence. Pour faciliter la bonne compréhension du rapport, j'appellerai le sujet numéro 1 tout simplement Junior. J'ai donc commencé par observer l'enfance de Junior, allant de sa naissance jusqu'au timecode numéro 1 du 29 mai 1972. Et je dois avouer que c'était une observation plutôt simple, bien qu'assez ennuyeuse. Junior avait grandi au sein de University Park, au Texas. C'était la deuxième ville la plus riche des États-Unis à cette époque. Autant vous dire que la vie était belle, calme et rassurante. Encore plus pour y passer sa jeunesse. Le père de famille, John Senior, avait fait fortune grâce à la Vanderbilt Energy Corporation, son entreprise qu'il avait bâtie de toutes pièces. Il avait également fondé dans la foulée la World Vision, une organisation évangéliste, répondant aux besoins des églises pour propager ce que les humains de ce siècle appellent la parole de Dieu. Sur la route de son succès, il avait rencontré Joanne Moore, la femme de sa vie, et le temps leur avait offert 3 enfants, Scott l'aîné, Diane la cadette, et enfin John, le tout dernier. Et cette petite famille avait évolué dans cette grande propriété, cette cage dorée forgée à la sueur et au sang du paternel. C'était un monde à part, loin des inquiétudes et des problèmes du commun des mortels, comme si l'argent avait acheté le bonheur. J'ai pu observer les enfants grandir doucement. Scott suivait les traces de son père, fortuné, sociable, intelligent. Les portes du succès s'ouvraient à lui peu à peu. Il ne faisait nul doute qu'il remplacerait son père à la tête de l'empire familial un jour ou l'autre. Diane, quant à elle, grandissait avec sagesse. Bonne élève et populaire, elle partageait son temps entre les études, les cheerleaders et la chorale. Autant dire que les perspectives d'avenir s'avéraient nombreuses pour un être humain de ce genre. Et pour Junior enfin, ce ne fut pas si différent. En 17 ans, je l'avais vu pratiquer 5 sports en club. Le football, le hockey, le football américain, le basket et même le baseball. On lui avait également enseigné le piano et la guitare, et par 2 fois, Junior avait été élu président de sa classe. Il était le meilleur partout, et il se sentait invincible. Personne ne lui arrivait à la cheville, il en était sûr. Mais pourtant, lui qui avait le sentiment de mériter l'attention de tous, était chaque jour désespérément seul. Il avait fini par se convaincre que ses camarades étaient tous jaloux. Sa famille, son argent, ses notes, son talent. Ils lui en voulaient tous parce qu'il avait tout et ça depuis toujours. Le monde était à lui, il en était sûr. Cette année-là, les études de Junior se terminèrent. Il s'apprêtait à mettre pour la première fois les pieds en dehors du monde merveilleux de University Park. Et la réalité allait être sans pitié. Timecode numéro 2, 15 novembre 1975. 3 années se sont écoulées depuis le premier timecode, et ces dernières n'avaient été qu'une longue suite de désillusions pour Junior. Après avoir suivi sa famille dans leur déménagement à Evergreen dans le Colorado, il avait fini par abandonner les cours à l'université après quelques mois. De toute façon, il n'y allait guère que 2 ou 3 fois par semaine. Junior n'avait pas besoin de l'école. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était devenir une star de la musique. Alors il avait tout quitté, et je l'avais suivi quand il avait pris la route pour Los Angeles, armé juste d'une guitare à la main et persuadé que son destin l'attendait au bout du chemin. Junior, certain de son talent et de son travail, n'avait jamais envisagé que le succès ne serait pas au rendez-vous. Alors il avait fait le tour des studios, puis des bars de nuit, enfin des bouches de métro. Il avait bien dû finir par se rendre à l'évidence.
Sa musique n'intéressait personne, et il ne comprenait pas pourquoi. Moi je le savais, la raison était simple. La musique n'a pas de logique, c'est un sentiment qui se transmet à un public. Alors que les mélodies que Junior composait, il les écrivait en pensant à sa petite personne. Les paroles qu'il chantait, elles ne servaient qu'un seul but, sa carrière. Junior n'avait pas l'âme d'un artiste. Il ne l'aurait jamais tant qu'il ne penserait pas aux autres. Je l'ai vu l'air abattu, désemparé. Jamais il n'avait eu à faire face à un échec. Et alors que d'autres n'en sortent que plus forts, lui, ce jour-là, à 21 ans, il avait tout simplement abandonné tout espoir. La vie n'était pas ce qu'il avait imaginé. Elle n'était plus facile. Ce monde grisâtre et répugnant le dégoûtait. La réalité était dure, froide, blessante. Elle ne lui laissait pas de répit, et elle n'avait aucune miséricorde. Il trouvait ça tellement injuste. Ce soir-là, Junior venait de se rendre compte qu'il n'était qu'un homme parmi tant d'autres. Et il avait pris le chemin du KGB qui lui servait d'appartement pour faire ses valises et ses adieux. Ses adieux à l'odieuse LA, cette ville qui avait anéanti ses rêves. Troisième timecode, 3 juin 1976. Junior avait fini par rejoindre Evergreen, la tête basse et la mine marquée. Tout ce qu'il avait ramené de Los Angeles, c'était des larmes et une profonde dépression. Voilà maintenant 1 an qu'il passait des journées entières enfermé dans sa chambre. Les emballages de burgers jonchaient la moquette, et les idées noires s'empilaient dans sa tête. La vie n'avait plus de sens pour lui, et il n'y trouvait pas sa place, sa voie, son destin. Il avait déjà envisagé le suicide à plusieurs reprises. Je l'ai observé, de nombreuses fois hésiter là, sur le bord de sa fenêtre. Mais il n'en avait pas le courage. Il n'avait ni la force nécessaire pour vivre, ni celle qu'il lui fallait pour mourir. Mais ce jour-là, Junior avait réussi à mettre un pied hors de son lit. Depuis hier à la télé, on ne parlait que de ce film sorti dans les salles la veille. Il semblait défrayer la chronique, par son dramatisme, sa violence, et son réalisme pour l'époque. Alors Junior s'était traîné jusqu'au cinéma du coin, avec la ferme intention d'oublier sa vie dans un fauteuil confortable. Juste quelques instants, pas beaucoup plus. Mais en ce début de soirée de 1976, les lumières se sont assombries sur les premières images du film qui allaient influencer le reste de sa ligne temporelle tout entière, alors qu'il en découvrait à peine le titre. Sur le grand écran face à lui, venait de commencer Taxi Driver. Dès les premières minutes du film, Junior ne cligna plus des yeux. Taxi Driver raconte l'histoire de Travis, un ancien soldat reconverti récemment en chauffeur de taxi. Un homme brave mais meurtri, qui nous raconte son retour difficile à la vie civile dans un New York sombre, sauvage et cru. Il est écœuré de voir au travers de son parcours cette société aux mœurs légères et corrompues qui le débectent tant, et pour laquelle il a pourtant combattu. Tout au long du film, Travis enchaînera les échecs, les déboires personnels et les déceptions amoureuses. Il ira même jusqu'à commettre l'irréparable en usant de ses armes au cours d'une rixe sanglante, dans sa quête pour libérer Iris, cette jeune prostituée mineure qu'il a juré de sortir de l'emprise de ses macs. Et malgré tout, dans la fin de ce récit noir et taché de sang, on fera quand même de lui un héros. La suite de mon observation fut absolument fascinante autant que complexe. Mais pour bien comprendre le reste du rapport, il vous faut intégrer le concept que les médecins humains de cette époque appellent la personnalité multiple. En de rares occasions, et souvent lors d'un traumatisme important, un être humain a la capacité inconsciente de scinder son esprit en deux. Il en résulte l'apparition d'une nouvelle personnalité, dernier moyen de défense dont dispose leur cerveau, créant un être exempt de toute faiblesse pour ne pas sombrer dans une folie proche qui les guette. À partir de maintenant, le sujet numéro 1 portera 2 noms bien distincts pour 2 personnalités différentes. Le premier étant Junior, et le second Travis. 2 noms pour une seule personne, comme une pièce à 2 faces bloquée sur la tranche. J'ai pu étudier Junior, inconscient qu'il lavait son cerveau de lui-même dans cette salle obscure. J'ai pu assister de mes propres yeux à la création d'une nouvelle personnalité chez un être humain. C'était tellement intéressant comme expérience. Il n'arrivait plus à affronter le monde extérieur. Alors à 15 reprises, il s'était assis dans le même siège de cinéma et à chaque fois, pendant 109 longues minutes, il s'était nourri de cette réalité alternative qu'il fantasmait tant.
Junior s'était vite trouvé des points communs avec ce héros blessé. Son scénario ressemblait à une vision du triste futur qui l'attendait. Et le pire, c'est que c'était le meilleur avenir qu'il pouvait envisager. Plus les portes du cinéma se refermaient sur Junior, plus l'ombre de Travis prenait possession de son esprit. J'ai ensuite pu commencer à noter les premiers changements de comportement de Junior à l'extérieur de la salle. C'était arrivé lentement, progressivement. Comme ce jour où je regardais Junior déambuler dans la rue, la démarche voûtée et la mine basse, et qu'après avoir tourné au coin du mur, c'était Travis qui traversait les bas-fonds de la ville, le torse bombé et les yeux décidés comme s'il allait bouffer le monde entier. Travis commençait peu à peu à lui rendre la vie plus facile. Par exemple, c'était lui qui parlait pour eux au quotidien, quand il s'adressait à des inconnus. C'était flagrant. Ses répliques étaient tellement plus charismatiques et assurées que le bégaiement de Junior. Les jours s'enchaînaient, et les séances de cinéma aussi. Au total, Junior avait passé l'équivalent de 28 heures continues devant cet écran géant. 28 heures où la même histoire s'était ressassée encore et encore, si bien que Junior la connaissait dans ses moindres détails. Il n'avait plus besoin d'aller au cinéma. C'était sa vie le film maintenant. La limite entre la réalité et la fiction était devenue si floue que Travis était sorti de l'écran. Ce n'était plus juste une personnalité, non. C'était une personne. Et elle dominait Junior dans son propre corps. Il avait bien essayé de se rebeller une fois. Je les ai observés s'affronter face à face dans le miroir, leurs bras communs s'agitant dans tous les sens. N'entendaient rien, mais nul doute que dans leur tête, ça bataillait fort. Finalement, Travis avait fini par lever sa main droite en l'air, comme s'il tenait une arme. Il avait collé ses doigts contre la glace en plein entre ses deux yeux, et il avait hurlé. « C'est à moi que tu parles, mec ! Hein ?» Et bam, il avait tiré. Il avait gagné. Des deux êtres présents dans ce corps, il était le plus fort et ce à bien des égards. Alors Junior s'était résolu à lui abandonner sa place. Et au fond, il ne le regrettait pas vraiment. Il allait pouvoir être un héros maintenant. Le peu de fois où Junior reprenait pied, c'était en compagnie de ses proches lorsqu'il l'appelait par son prénom de naissance. Ça le ramenait à la réalité. Mais il était si distant, si bizarre dans ces moments-là. Il leur semblait tellement déconnecté que ses parents ont fini par se décider à l'envoyer consulter. Ah, bonjour, monsieur Hinkley. Je vous en prie, prenez place sur le divan. Dites-moi tout. Parlez-moi de vous. C'était Junior qui allait au rendez-vous chez le psychologue. Travis, lui, pendant ce temps-là, il se faisait silencieux par peur d'être découvert. Il commençait à peine à profiter de la réalité. Hors de question de donner à cette femme la chance de couper court à son existence. Alors Travis s'était tout simplement rendu invisible, muet. Il n'avait même pas eu peur que Junior ne les trahisse. Il avait bien trop besoin de lui pour vivre. Et il avait eu raison. Junior avait passé des heures à raconter sa vie à ce docteur, allongé là sur un canapé. Mais à aucun moment il ne lui avait vraiment ouvert son cœur. La psychologue avait fini par remettre son diagnostic. Et il était simple. Junior n'arrivait pas à grandir. Il n'arrivait pas à devenir adulte. Et pour remédier à ça, le mieux était probablement qu'il quitte le domicile familial. Qu'il coupe net le cordon ombilical. Au fond, elle avait fait du bon travail, cette humaine. En fait, le vrai problème, c'est qu'elle n'avait pas soigné le bon patient. Et quand Junior claqua la porte ce jour-là, j'ai vu Travis quitter le bâtiment et repartir avec un grand sourire. Et une aura inquiétante. Comme tout bon parent, John Senior et Joanne ne souhaitaient que le bonheur de leur enfant. Ils lui avaient donc pris un appartement, pas si loin que ça, juste au cas où leur fils aurait besoin d'eux, mais suffisamment pour que Travis ait le champ libre. Loin de ses proches, Junior n'avait plus de raison d'être. Ils pouvaient enfin prendre les commandes de leur vie maintenant. Il ne se posait plus qu'une seule question. Qu'allait-il bien pouvoir faire de tout ce temps qu'il avait devant lui ? Sa nouvelle réalité était morne, et il s'y ennuyait profondément. Travis avait besoin d'action pour se sentir vivant. Et pour l'action, il lui fallait une arme. Alors il s'était rendu au Walmart le plus proche, et avait choisi avec soin son premier pistolet. Il avait opté pour un Browning de calibre 9 mm, un classique américain. Travis s'était empressé de le mettre à sa ceinture. Il se sentait enfin lui-même, enfin complet. Et une fois rentré dans son appartement à peine meublé,
Il avait admiré cette machine de mort pendant des heures, tout en imaginant ce qu'il pourrait en faire. Dans son salon, il avait pressé la gâchette des dizaines de fois, et même si le chargeur était vide, dans sa tête il entendait résonner chaque coup de feu, ressentait chaque recul ainsi que l'odeur de la poudre envahir la pièce. Les armes lui plaisaient, elles donnaient du pouvoir, de la puissance, et Travis en voulait plus, encore et encore. Très rapidement, il avait fini par en acheter 7 bien différentes, toutes rangées les unes à côté des autres comme des objets de collection. Une collection capable de cracher des balles d'acier mortel, en les propulsant à plus de 300 mètres par seconde. Quand j'y repense, ça faisait plus d'1 mois que je n'avais pas pu observer Junior. Il regardait les choses se dérouler comme un spectateur devant son film préféré. Enfin sa vie devenait palpitante, et Travis n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Moins une fois par semaine, Travis prenait en main son flingue préféré, un magnifique Smith & Wesson modèle 29 chromé, avec un canon long et un barillet à 6 coups. Il s'asseyait là, en plein milieu du salon, planté sur sa chaise avec la télé pour seul bruit de fond. Et il glissait une balle, faisait tourner le chargeur sur lui-même avant de poser sans trembler, la bouche froide de son arme sur sa tempe droite. La roulette russe, c'était la seule chose qu'il avait trouvée pour assouvir son besoin de sensations fortes. Pour se sentir un tant soit peu vivant, il fallait qu'il joue avec la mort. Il avait déjà appuyé des dizaines de fois sur la gâchette, froidement, sans hésiter. Chaque fois la faucheuse l'avait repoussé, lui donnant la force de vivre quelques jours de plus encore dans ce corps. Mais ce jour-là, Travis n'appuya pas sur la détente. À la télé derrière lui, il venait d'entendre sa voix, celle qu'il attendait depuis tout ce temps, celle d'Iris, la jeune demoiselle qu'il avait juré de protéger, sa quête de toujours. Après 4 ans d'existence, Travis avait enfin retrouvé le sens de sa vie. Timecode numéro 4, 14 février 1981. Junior avait maintenant 26 ans, et ça faisait 5 années complètes que j'observais Travis occuper son corps. Depuis 1 an, il avait tout quitté pour retrouver la trace de Jodie Foster, l'actrice qui avait incarné Iris à l'écran. Travis avait fait ses bagages pour New Haven, dans le Connecticut, avec une seule chose en tête, retrouver sa destinée. Une fois tous deux réunis, toutes les pièces seraient enfin rassemblées. Il serait enfin heureux. Il n'y avait qu'elle pour être la femme du film de sa vie, peu importe qu'elle soit Iris ou Jodie. Mais Travis avait fait une erreur dans le scénario. Ah, les sentiments humains. Ce subtil mélange d'hormones et de perceptions qui leur fait perdre toute logique. Autant dire que pour Junior, l'amour n'a fait qu'empirer les choses. Elle les a même fait basculer. Travis n'avait pas mis longtemps à retrouver sa belle. Pas une semaine ne passait sans que les journaux ne parlent d'elle. Il l'avait espionnée de longues journées, de longues semaines, plus de 7 mois en fait. Il l'avait regardée rire avec ses amis, assis à quelques mètres dans le réfectoire du lycée. Il l'avait scrutée entre les rayons des magasins, pour connaître ses goûts par cœur. Il l'avait même bordée, en fixant sa fenêtre et en attendant que la lumière s'éteigne. Junior ne faisait plus son apparition que 2 ou 3 fois par mois, lorsque les membres de sa famille prenaient des nouvelles pour s'assurer que tout allait bien. Mais c'était suffisant pour constater à quel point il n'évoluait plus dans le monde réel. Junior leur racontait ses journées de courriel alors qu'il n'avait jamais repris les études. Il décrivait les sorties qu'il faisait avec ses nouveaux amis, alors qu'il n'avait que Travis dans sa vie. Mais surtout, il leur parlait d'elle, sa petite amie, celle qui avait rendu tout ça possible. Un tissu de mensonges entremaillé de son obsession, bien sûr. Mais je ne suis même pas certain que Junior s'en rendait vraiment compte à ce moment-là. Non, il ne faisait que lire le script qui se déroulait devant ses yeux. Et il arrivait bientôt à son apogée. Ça faisait des mois que Travis guettait le bon moment pour aborder Jodie. Il voulait faire bonne impression, alors chaque jour il se mettait sur son 31, au cas où toutes les conditions seraient enfin miraculeusement réunies. Et il avait fini par se lancer. Un jour de décembre glacé, 1 semaine avant Noël, alors que Jodie marchait seule dans la neige en traînant des pieds. Mais dès les premiers pas de Travis, le cerveau de Junior avait bugué. Littéralement.
Au cours de la conception de Travis, jamais l'esprit de Junior n'avait inclus les relations amoureuses. Même dans le film, ce n'était pas son fort. Ça ne faisait pas partie de sa fonction. Et d'ailleurs, ça lui était tout simplement impossible. Tout simplement parce que Junior lui-même n'en avait jamais fait l'expérience. Pas de séduction, pas de romantisme. Son cerveau n'avait pas d'amour à copier. Alors Travis avait planté, et il s'était éteint, comme un vieil ordinateur dépassé. Junior s'est retrouvé là, submergé par la peur et l'incompréhension, comme un enfant cherchant ses parents. Il ne reconnaissait pas le décor, mais il s'en fichait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était de nouveau seul, impuissant, incapable de faire un mouvement, tout juste bon à pleurer, tandis qu'il regardait s'éloigner sa Jodie entre les flocons. Les 2 mois suivants furent une observation larmoyante. Ça faisait longtemps que Junior n'avait pas été maître de lui-même, longtemps qu'il n'avait pas eu à affronter cette vie qu'il avait tenté par tous les moyens d'étouffer. Alors il s'était pris la réalité en pleine face. Junior avait vécu un nouveau choc, un traumatisme, un de plus pour son esprit si fragile. Enfermé dans son appartement aux fenêtres closes, il faisait le deuil forcé de son amour naissant et pleurait la perte de son meilleur ami. Des jours et des nuits, je l'ai entendu pleurer et prier. Mais ce n'était pas à Dieu qu'il parlait, non. C'était le retour de Travis qu'il suppliait. La seule chose que son ami lui avait léguée, c'était le numéro de téléphone de Jodie, qu'il avait réussi à soutirer à une de ses amies quelques jours auparavant. Junior l'appelait souvent, très souvent, sans parler, juste pour entendre le son de sa voix. Comme il n'avait jamais réussi à dire un mot, il lui avait écrit une longue lettre au fil des jours et des appels. Et cette nuit-là, le soir de la Saint-Valentin, il venait d'y mettre un point final. Junior l'avait cachetonné, et il l'avait glissé dans sa poche droite, tandis que dans la gauche, il y avait mis son pistolet préféré, avec une balle, juste une seule. Il était sorti sous la pluie, et il avait vraiment décidé d'en finir avec la vie. Son dernier geste allait être de se mettre du plomb dans la tête, en public, à l'endroit même où John Lennon avait pris 6 balles dans le corps quelques semaines auparavant. Il espérait qu'en examinant son cadavre, on retrouve également ses dernières volontés, sa lettre posthume destinée à sa chère Jodie, qu'elle sache qu'il l'a toujours aimée et surtout, pour qu'elle ne l'oublie jamais, alors qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Junior avait inspiré une dernière fois, et il avait glissé le canon gelé lentement dans sa bouche. Son doigt tremblotait juste au-dessus de la détente, les gouttes et les larmes coulaient sur son visage. Je l'avais entendu dire adieu, dans un souffle, comme s'il savait que j'étais là pour observer la scène. Il était temps. Junior, stop! À l'instant fatidique, Travis s'était réveillé. Il était -1. L'instinct de survie, cette pulsion primaire l'avait ramené d'entre les morts cérébraux. Il avait retiré l'arme de sa bouche, sans pression. Son corps à lui ne tremblait pas. Pour Travis, il était hors de question que ça se termine comme ça. S'il devait mourir, alors ce serait dans un grand final. Et il savait déjà ce qu'il lui restait à faire. Je l'ai observé tourner les talons et s'éloigner lentement. Lui qui avait frôlé la mort quelques secondes auparavant, embrassait maintenant l'obscurité de cette nuit pluvieuse la tête haute, prêt à en finir en beauté. Timecode numéro 5, 30 mars 1981. Travis avait pris son mal en patience. Pendant un mois, il avait suivi les moindres faits et gestes des 2 candidats à la présidentielle de cette année, et il attendait avec impatience le verdict final. Le gouverneur de la Californie, Ronald Reagan, venait d'écraser son principal rival de 9% lors des élections. Avec 51% des votes, il venait d'être élu chef de la nation la plus puissante du monde à cette époque, président des États-Unis d'Amérique. Et c'était lui que Travis avait décidé d'éliminer.
Junior n'avait pas tout à fait été d'accord dans un premier temps, mais il avait fini par vite entendre raison quand Travis lui avait expliqué sa logique. Leur geste historique témoignerait de l'ampleur et de la profondeur de leur amour pour Jody. En tuant le président, elle ne l'oublierait plus jamais. D'ailleurs, plus personne ne les oublierait. C'était de la folie pure. Un mélange disparate de films dépareillés, entrecoupés d'une réalité sans aucun sens. Ils étaient tous les deux complètement perdus. La veille, Travis s'était mis en route pour rejoindre Washington. Il commençait à devenir paranoïaque, donc pour arriver à destination, il avait pris 2 avions et 3 bus en une seule journée. Un itinéraire compliqué pour être sûr qu'on ne le suivait pas. Il s'était trouvé une petite chambre d'hôtel et avait commandé un burger au room service. Un vulgaire burger. Et dire que c'était peut-être le dernier repas qu'il savourait. Travis avait ensuite passé quelques heures à se préparer mentalement, comme une grande répétition avant le dernier acte. Il allait tuer le nouveau président, et il y laisserait probablement sa vie. Leur vie. Il était trop tard pour reculer, trop tard pour tergiverser. Il était enfin temps pour lui de passer à l'action. Toutes ces sombres pensées n'empêchèrent pas Travis d'aller sereinement se coucher, et de trouver le sommeil. Après tout, il avait bien mérité une dernière nuit de repos avant cette grande journée. Enfin, mon observation arrivait à son terme. Tous ces choix, tous ces actes menés à cette journée du 30 mars 1981, au pied du Washington Hilton Hotel. Ronald Reagan venait d'y passer la nuit de sa consécration. Et ce midi-là, il devait prononcer son premier discours officiel en tant que président des États-Unis. Travis était là avant les journalistes. Il avait même devancé les premiers rayons du soleil pour choisir sa place, celle qui lui offrirait le meilleur angle de tir. Il gardait constamment sa main crispée sur le petit pistolet qu'il avait dans la poche, un Rom RG-14 à 6 coups, un calibre de 22 mm, une arme pas plus grande qu'un portefeuille, mais tout aussi efficace. Il n'avait plus qu'à regarder les heures défiler, tout en attendant la sienne. Alors il avait patienté là, une dernière fois seul dans le froid. Of the favorite son in every country in which he is unknown, but in which some spark, even though unexpressed, by way of desire for liberty and freedom, still lives. This favorite son I submit to you, Adlai Stevenson of Illinois! C'était le moment. Reagan venait d'achever son premier communiqué de presse et se dirigeait lentement, sous bonne escorte, vers la limousine qui l'attendait. Travis l'avait regardé passer devant lui. Il avait un grand sourire et saluait la foule. C'était maintenant ou jamais. C'était la première fois que je pouvais observer Junior et Travis agir à l'unisson. Ce fut aussi la dernière. Ils avaient bousculé les quelques personnes devant eux, comme des figurants sans importance, et avaient profité de l'effet de surprise. Les flashs des journalistes leur donnaient l'impression d'être des stars de cinéma à qui ont déroulé le tapis rouge alors. Ils avaient pris la pause pour dégainer comme des pros, et ils avaient crié « Hey, Mr. President !» Junior avait reçu l'honneur de tirer les 2 premières balles, mais il avait stressé, et son premier coup de feu se perdit dans le ciel tandis que le deuxième rencontra la portière de la limousine. La sécurité s'était mise en mouvement. C'était pas le moment de se planter. Alors Travis avait tiré les 3 suivantes. Et il avait touché 3 cibles. Le bras d'un policier, la jambe d'un agent des services secrets et le cerveau du secrétaire de presse. Tous avaient risqué la mort, offert leur corps pour protéger celui de Reagan. Mais Travis venait de nettoyer le passage pour la dernière balle. Et il l'avait tiré à 2 cette fois. Tout s'était conclu en une poignée de secondes. Mais ça valait le coup. C'était épique. Un vrai blockbuster. À la seconde même où le chargeur s'était vidé de son dernier projectile, Travis avait disparu comme une traînée de poudre. Il ne restait plus que Junior, face contre le sol, maintenu par la cavalerie qui arrivait beaucoup trop tard. Il ne s'était pas débattu. Toutes ses forces l'avaient abandonné en même temps que son alter ego et puis, de toute façon, ça ne servait plus à rien. Il avait eu sa cible en plein cœur. Alors il pouvait fermer les yeux et tirer le rideau final. Par professionnalisme,
je me suis rendu dans la limousine de Reagan, afin de mettre un point définitif à mon rapport. Mais aussi parce que l'occasion d'assister aux derniers instants d'un président assassiné n'allait certainement pas se reproduire souvent, même quand on voyage dans le temps. Le président avait été propulsé dans sa limousine par sa garde rapprochée, et le chauffeur avait mis le pied au plancher, entouré d'une dizaine de voitures de police qui les escortaient vers le point d'extraction prévu en cas de menace. À ma grande surprise, Reagan ne s'était même pas rendu compte qu'il avait pris une balle dans la poitrine. Le président était un homme qui aimait tout planifier, comme une pièce de théâtre bien orchestrée. L'inattendu mélangé à la violence de l'acte de Junior l'avait choqué au point qu'il n'avait rien senti. Ce n'est qu'au bout d'une minute de trajet, alors que ses pulsations cardiaques ralentissaient, qu'il avait vomi son sang sur la banquette arrière, et qu'une tache pourpre s'était dessinée sur sa chemise. Le chauffeur avait donc fait une embardée en direction de l'hôpital le plus proche. « 26 années, 9490 jours, 227 760 heures. C'était le temps que j'avais dû observer avant de finir mon rapport. Et au final, miraculeusement, personne n'est mort. Il avait fallu si peu de temps au président pour rejoindre l'hôpital qu'il avait pu en franchir les portes encore sur ses deux jambes, à demi conscient. Une équipe de chirurgiens l'avait opéré d'arrache-pied pendant des heures durant, et avait finalement sauvé sa vie, en extrayant une balle de calibre 22 logée à moins d'1 centimètre de son cœur. Même James Brady, l'être humain ayant pris une balle dans la tête, avait réussi à survivre à ses blessures, bien qu'il restera paralysé pour le restant de ses jours. Personne n'avait rien vu venir, et aucun d'eux n'avait compris toutes ces larmes qui ont coulé, tout ce sang qui a été versé, juste à cause des choix d'un jeune homme perdu fuyant la réalité, et qui avait fini par s'y noyer. La justice avait fini par déclarer Junior irresponsable, avant de l'interner pour une période de 45 ans qui finiront de détruire le peu d'âme qui restait en lui. Ce premier rapport m'aura permis d'en apprendre beaucoup plus sur la psychologie humaine et leurs sentiments. La peur, la solitude, la démence. J'aimerais citer les dernières paroles cohérentes du sujet numéro 1. Quelques phrases extraites de sa dernière lettre qu'il avait écrite avant de se rendre à l'hôtel Hilton. De magnifiques mots d'amour, imprégnés de folie. Ma très chère Jodie, depuis longtemps maintenant, je t'aime passionnément. J'ai tenté de t'écrire et de t'appeler bien souvent, mais la peur de ne pas trouver grâce à tes yeux m'étreint douloureusement. Il ne me reste qu'un seul espoir, sacrifier ma liberté et ma vie pour marquer l'histoire, et qu'enfin tu puisses me voir. J'espère qu'ensuite tu interrogeras ton cœur avec sincérité, que tu finiras par m'accorder ton amour et ton respect pour l'éternité. J'aimerais tout abandonner, mais il me faudrait la certitude de passer ma vie à tes côtés. Surtout n'oublie pas, Jodie. N'oublie pas que tout ça je le fais pour toi. C'était l'observateur hibou au rapport. Psychopathe numéro 1, terminé.